Bien le bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Voici les titres à développer dans cette édition. C'est un projet de plus d'1 milliard de francs CFA qui vient apporter un coup d'accélérateur à la lutte contre le chômage des jeunes dans la région du Bélier. Le président du Sénat et le ministre en charge de la jeunesse ont procédé à Didévi au lancement des projets d'appui à l'insertion des jeunes. Plus de 1900 jeunes sont concernés. Le retour des Ivoiriens résidant en Tunisie se poursuit. 158 personnes ont foulé le sol ivoirien ce vendredi. C'est la 3e vague. Ces Ivoiriens de retour de Tunisie ont été accueillis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara. Et puis le ministre de l'Environnement et du Développement durable a procédé à l'ouverture officielle d'une enquête publique portant sur un projet de construction d'un entrepôt de fèves de cacao dans la zone industrielle de San Pedro. Une étude pour permettre aux promoteurs de concevoir un projet respectueux de l'environnement. Bienvenue. L'emploi aux portes des jeunes de la région du Bélier. Un projet d'insertion vient d'être lancé à Didévi par le ministre, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, et le ministre en charge de la jeunesse, Mamadou Touré. Il va toucher 1904 jeunes pour un coût de plus d'1 milliard de francs CFA. C'est ce que nous apprend Kader Sogodogo. 2023, année de la jeunesse. Le président de la République, Alassane Ouattara, lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier, avait donné des signaux forts. Didévi, région du Bélier, le coup de pouce du gouvernement pour lutter contre le chômage des jeunes est là. Ils sont au total 446 qui bénéficient de plus de 209 millions de francs CFA pour une insertion socio-économique. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, invite ces jeunes à saisir cette opportunité. L'apprentissage et les chantiers écoles. Donc comme ceux qui sont en bleu là, c'est des jeunes qu'on va prendre, à qui on va apprendre un métier. Et quand ils apprennent le métier, ils travaillent. Ou des jeunes qu'on mettra donc sur des chantiers étatiques. Et ils vont apprendre en travaillant. Les formations de reconversion des jeunes formés mais qui n'arrivent pas à trouver du travail, à qui on peut donner une autre formation pour qu'ils travaillent. Pour les stages de qualification, des jeunes placés en entreprise pour avoir au moins une année d'expérience professionnelle et augmenter leurs chances d'avoir un premier emploi après 1 an. Pour les stages écoles, les jeunes qui ont eu les BTS, qui ont besoin d'un stage pour valider leur diplôme. Tout ce que je dis, c'est maintenant on va faire. Je n'ai pas dit l'année prochaine ou après élection, je dis c'est maintenant qu'on va faire tout ça. Le président du Sénat, présent à cette cérémonie de Didévi, salue l'engagement du gouvernement à remettre toute cette jeunesse sur les rails. Chers jeunes de Didévi, je voudrais vous inviter à franchir cette mentalité d'assistance. Vous devez recouvrer votre dignité. Tout le monde ne peut pas être douanier. Tout le monde ne peut pas être agent des impôts. Tout le monde ne peut pas être agent du trésor. C'est pour vous dire l'opportunité exceptionnelle que le président Ouattara vous donne. Vous, mes frères, vous, mes sœurs, je vous demande de saisir cette opportunité à travers ces projets. Ceux qui savent bien porter ces projets, demain, ils n'auront plus à aller tendre la main. Pour ce programme, 1904 jeunes de la région du Bélier seront pris en compte. La calculatrice affiche un montant total de 1 352 500 francs CFA. Après Didévi, c'est Tébissou qui va recevoir la délégation. Des Ivoiriens de retour de Tunisie, ils sont 158 à fouler le sol de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Cette 3e vague était attendue par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. On voit cela avec Souleymane Denisongou et Lansine Bakayoko. Ils sont 158, la 3e vague des ressortissants ivoiriens en provenance de Tunisie, fuyant les persécutions et la xénophobie. Au pied de l'avion, le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, accompagné de ses plus proches collaborateurs, venus les accueillir et témoigner de la solidarité de la République. On est au 3e vol, comme d'autres vols qui ont précédé, et l'État est totalement mobilisé à accompagner l'ensemble de ceux qui sont prêts à rentrer. On sait qu'il y a un vol demain, il y a un autre vol qui va se faire le 14.
Donc c'est essentiellement des mots de remerciement au chef de l'État, de remerciement à Madame la ministre d'État qui sait mettre à l'œuvre cette vision du chef de l'État à travers cette opération qui se déroule très bien. Avec l'arrivée de cette troisième vague, le nombre des ressortissants ivoiriens qui ont quitté la Tunisie se chiffre à 462. En bref, une image, tolérance zéro pour les constructions anarchiques et les maîtres d'ouvrage véreux. Une dizaine de villas au standing bâties sans permis de construire dans la commune de Cocody du Rogobité viennent d'être démolies par la plateforme collaborative de contrôle des constructions située sur le lotissement dénommé Djorgobité 1 et 2. Ces 9 villas duplex ont été érigées sans permis de construire, tombant sous le coup des dispositions de la loi instituant Code de la construction et de l'habitat. Par cette nouvelle destruction, le gouvernement affiche sa volonté de lutter efficacement contre le désordre urbain et de garantir un cadre de vie sain aux populations. C'est une rencontre pour faire connaître les actions du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Les blogueurs, influenceurs et autres activistes ont échangé avec le Conseil de lutte contre la vie chère ce vendredi à Cocody. Le point de Michel Mambo. Augmentation du prix du carburant, spéculation sur le prix du pain, coupure intempestive d'électricité, les sujets fusent sur la toile autour de la cherté de la vie. Que fait le gouvernement? Quelles sont les actions menées pour soulager les populations et améliorer leur quotidien? Loin des réseaux sociaux, blogueurs, web-activistes, influenceurs sont face à la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC. Un meet-up pour mieux comprendre. On est les premiers sur les réseaux sociaux à dénoncer, à faire des publications quand le coût des denrées ou même de tout ce qu'on consomme comme carburant, tout ça augmente. Donc c'est important de participer à ce meet-up là pour poser les questions que les gens se posent, relayer les informations que nous avons sur les réseaux. Donc c'était vraiment très enrichissant. Je pense qu'on ne doit pas rester en marge. On doit aller sur le terrain aussi pour constater. Quand aussi le gouvernement fait des efforts, il faudrait que l'information aussi soit relayée. Parce que ce n'est pas que quand c'est mauvais qu'on doit en parler. Quand c'est bon aussi, il faut que nous les blogueurs, on puisse aussi en parler. Et puis s'il y a des choses à dénoncer, il faut que le blogueur soit un élément de relais. La lutte contre la cherté de la vie. Priorité du gouvernement. Plusieurs mesures prises pour juguler l'inflation importée depuis mars 2022. La plus récente, 2 milliards de francs CFA insufflés au secteur de la boulangerie. Les mesures du gouvernement ont été efficaces dans le sens où ça a permis de maîtriser l'inflation dans notre pays. Le gouvernement adapte son intervention en fonction de l'évolution de la réalité parce que nous souhaitons être au plus près des préoccupations des populations. Le prix du pain reste inchangé. Les prix du riz, de l'huile de palme raffinée, du lait, de la tomate concentrée, de la viande de bœuf, des pâtes alimentaires continuent, eux, de faire objet de plafonnement. Sur le terrain, les contrôleurs sont à la tâche. Les populations sont également invitées à faire la police en appelant au 1343. Blogueurs et influenceurs s'engagent dans la dynamique. Je le disais en titre, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a procédé à l'ouverture officielle d'une enquête publique portant sur un projet de construction d'un entrepôt de fèves de cacao. C'est dans la zone industrielle de San Pedro. L'étude va donc aider le promoteur à concevoir un projet respectueux de l'environnement. C'est ce que nous apprend Grace Kando. Selon l'article 16 du Code de l'environnement, tout projet susceptible de générer des nuisances environnementales doit au préalable faire l'objet d'une étude d'impact environnemental et social. Et à San Pedro, le futur entrepôt de fèves de cacao n'échappe pas à la règle. Dans la dynamique de la procédure, les populations sont invitées en présence des autorités locales à donner leurs observations sur les différents aspects du projet. Notre activité principale, c'est le conditionnement, le stockage et l'emposage. On veut construire un entrepôt de stockage qui va s'étendre sur 10 000 m², 1 hectare. Donc tu vas faire au moins une production annuelle d'au moins 10 000 tonnes. L'enquête porte sur la sensibilité du site. Des projets peuvent être donc situés non loin de sites sensibles. Il faut veiller en sorte que
tous les résidus issus de cette activité ne puissent pas se retrouver dans le lac, ne puissent pas donc impacter négativement la santé de la population. Cette enquête publique, qui dure 10 jours, est menée par l'Agence nationale de l'environnement. Un commissaire enquêteur a été nommé par la tutelle. À la fin de l'enquête publique, Monsieur le préfet de région transmettra le rapport du commissaire enquêteur, y compris vos observations à l'Agence nationale de l'environnement, qui en tiendra compte dans l'instruction finale du dossier. Je vous invite donc, chère population, à vous exprimer sans retenue sur vos inquiétudes et vos espoirs par rapport à cet important projet qui va certainement bouleverser vos habitudes. Cette action du ministère de l'Environnement et du Développement durable s'inscrit dans une campagne nationale de sensibilisation à l'endroit des industriels sur les mises à jour de leurs études d'impact environnemental et social. On en vient à cet entretien entre la maire d'Abobo et les femmes fonctionnaires regroupées au sein du mouvement des travailleurs engagés pour la paix. Une rencontre d'échange qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Reportage. Ambiance conviviale à l'esplanade de la mairie d'Abobo. Kandia Kamara, maire de la dite commune, commémore la Journée internationale des droits de la femme avec le mouvement des travailleurs engagés pour la paix. Ce mouvement, qui regroupe plusieurs corps d'activité, dont celui des femmes enseignantes, est venu traduire sa solidarité au maire, premier magistrat de la commune, pour le combat en faveur de la femme. Cette cérémonie a été suscitée par le comité féminin du mouvement des travailleurs engagés pour la paix. Le message que nous sommes venus traduire à Madame le maire, c'est que les femmes d'Abobo, dans cette dynamique de transformer Abobo en Eldorado, comme l'image aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, sont venus lui témoigner leur reconnaissance. Faire de la femme le moteur de la croissance et un pilier de la société, la première responsable de la mairie d'Abobo appelle à l'unité et à la solidarité de tous pour l'atteinte de ses objectifs. Elle invite à la facilitation de l'accès à l'éducation des filles et à l'autonomisation de la femme. Comment une femme qui n'est pas allée à l'école peut se réaliser pleinement et entièrement? Comment est-ce qu'on peut parler d'autonomisation pour une femme qui ne sait pas comment gagner sa vie? Oui, aujourd'hui, grâce à son Excellence M. Alassane Ouattara, l'école est obligatoire. Donc tous les enfants vont à l'école, tous les enfants doivent aller à l'école. Tous les parents ont l'obligation de scolariser tous leurs enfants, aussi bien les garçons que les filles. Aujourd'hui, ce sont plus de 300 000 femmes qui ont bénéficié des fonds FACSI. Près de 30 milliards de francs CFA. Pour aider les femmes à réaliser leurs projets. Dans le concept de la Côte d'Ivoire solidaire, prôné par le président de la République Alassane Ouattara, la commune d'Abobo s'est vue dotée d'infrastructures sanitaires, routières, scolaires, ainsi que d'adduction en eau potable et d'électrification de certains quartiers. Pour le maire, plusieurs femmes ont bénéficié du fonds FAFSI pour l'amélioration de leur activité génératrice de revenus. On se rend à Touba, dans la région du Bafing, où une activité attire de plus en plus les jeunes filles. Il s'agit du métier de peintre en bâtiment, un métier qui nourrit son homme, selon notre reporter Walter Amadou Ouattara. Touba, chef-lieu de la région du Bafing, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Massangé, marié et mère de 4 enfants, travaille sur ce chantier depuis quelques mois. Après des essais dans diverses activités commerciales, c'est dans le domaine de la peinture qu'elle a fini par trouver son chemin. Un métier grâce auquel elle parvient à subvenir aux besoins de sa petite famille. Par la grâce de Dieu, ça va, parce qu'on a fait plusieurs chantiers. On a fait hôpital de Fumbesso, préfecture de Ouadounou. Grâce à ce que je gagne, j'arrive au moins à aider mon mari. On s'occupe bien des enfants. Des cas comme celui de Massangé sont légion dans la région du Bafing.
Nombreuses sont ces jeunes filles qui ont trouvé en la peinture un moyen d'insertion professionnelle. D'abord, je faisais le commerce. J'ai vu que ça ne marchait pas. J'ai une camarade qui m'a dit non, qu'elle a une sœur qui est dans le domaine de la peinture. Puisque à elle, j'avais déjà dit que j'aimais beaucoup faire la peinture. Elle m'a dit, OK, donc elle m'a mis en contact avec cette dernière-là. Au début, j'avais peur même d'attraper le pinceau. Aujourd'hui, Dieu merci, je sais le manipuler. Ces femmes, exerçant sur ce chantier, travaillent sous la coupole de Djeneba Diomandé. Il y a quelques mois, elle a décidé d'initier les femmes de la région à la peinture dans l'optique de contribuer à leur autonomisation financière. Une année, je suis venue dans le Bafin. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de mes soeurs qui étaient déscolarisées. Puis elles étaient là, elles ne faisaient rien. Puis j'ai eu l'idée, j'ai approché d'autres personnes, des associations féminines. Je leur ai dit, moi j'ai fait la peinture. J'ai envie de former mes soeurs qui n'ont pas eu la chance d'aller loin dans les études, mais qui ne sont pas même pas allées à l'école. Puis elles sont venues s'inscrire gratuitement. Puis j'ai commencé à les former. Ce projet, elle le mène à bien grâce à certains entrepreneurs qui lui font confiance. Avec le courage, la détermination, l'engagement qu'elle dégage, l'énergie qu'elle débauche, c'est tout ça qui m'a motivé à l'approcher pour lui donner certains marchés. Des apprentis peintres, Djeneba en a plusieurs. Ces dernières sont réparties en fonction du nombre de chantiers disponibles. Je travaille avec 15 éléments et de partage 7. Je mets 7 personnes sur un chantier et puis je mets 7 personnes sur un chantier. Puis je fais le tour des chantiers pour aller voir. Ces apprentis peintres en bâtiment sont aujourd'hui une grande fierté pour leurs familles respectives. Le défi majeur de ces femmes, c'est d'être à l'ère du digital en vue d'élargir leur portefeuille client. Les populations du canton Nafana ont procédé à l'installation de leur chef cantonal ce samedi à Papara. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a présidé la cérémonie d'installation. Bruno Namanyekone exhorte au respect des autorités. Charles Tatou. Circonscription administrative issue du département de Tengrela. Papara est aussi le chef-lieu du canton Nafana, dont le trône de la chefferie cantonale connaissait un vide, après le règne du défunt chef. Le vide vient d'être comblé avec la désignation de Noua Kone, qui devient le 8e chef à la tête du dit canton. L'installation officielle du nouveau chef canton Nafana, une occasion de retrouvailles des cadres de la Bagoué venus communier avec les populations rurales. Le porte-parole des cadres traduit la reconnaissance des populations au chef de l'État Alassane Ouattara, non sans formuler quelques doléances. La qualité de vie des populations du canton Nafana sera fortement améliorée si elle avait la possibilité de bénéficier d'un certain nombre d'infrastructures, dont la construction de la maison des chefs sur le site dédié et l'ouverture des routes reliant les différents villages du canton Nafana. Pour le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, les chefs traditionnels constituent un pont entre les autorités et les populations. Bruno Namanyekone de dire « Ils méritent respect et considération ». Ces chefs sont nos représentants. Ces chefs sont notre visage. Ces chefs sont ceux qui parlent en notre nom dans les assemblées. S'ils ne sont pas dignes, nous qui sommes derrière, est-ce que nous allons être dignes? Donc c'est une mission que nous avons tous, d'accompagner les chefs et de faire en sorte qu'ils soient dignes, qu'ils nous représentent dignement. C'est à nous de faire en sorte que notre attitude vis-à-vis d'eux les mette sur le piédestal sur lequel ils sont déjà. Le canton Nafana compte 12 villages et est proche des villages du Mali. Rapport de voisinage oblige, des délégations de chefs traditionnels maliens ont pris part à la fête. On reste à Papara, dans le département de Tengrela, où le centre de formation à l'artisanat minier vient d'accueillir ses premiers pensionnaires. Objectif, donner une opportunité aux jeunes de s'adonner sans crainte aux métiers aurifères en vue de s'insérer dans le tissu social. Ami Sissoko.
enseigner les bonnes pratiques à l'exploitation minière. C'est tout l'enjeu de l'ouverture du CEFAM, centre de formation à l'artisanat minier qui accueille ses premiers pensionnaires au nombre de 30 ans. C'est dans la sous-préfecture de Papara, à 40 km de Tengrela, à environ 5 km du Mali. Une initiative de l'ONG suisse Cogenta. Elle vise à assainir, organiser et encadrer l'activité d'orpaillage. La problématique minière est une problématique aujourd'hui assez importante au niveau national et l'objectif du CEFAM pour nous, c'est de permettre de former les artisans miniers à de bonnes pratiques liées à la filière aurifère, ça veut dire de l'extraction de l'or jusqu'à la vente de l'or elle-même. Au-delà de Papara, ce centre doit servir à la Côte d'Ivoire. Et c'est un projet pilote, c'est à nous, les gens de Papara, de faire en sorte qu'on puisse en créer ailleurs. Durant 3 mois, ces apprenants seront outillés non seulement à l'extraction légale et correcte de l'or, mais également au procédé de reconstitution de reboisement du sol. Des modules composés avec le concours du Conseil national de sécurité, du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, du service civique et des eaux et forêts. Après une bonne formation, c'est clair qu'on va se diriger vers les sociétés de mines et on va apporter notre petite expérience, soit à bannir définitivement tout ce qui concerne l'orpaillage clandestin. Le CEFAM de Papara est une composante du projet de sécurisation et de valorisation de l'exploitation aurifère comme facteur de développement et de cohésion sociale dans le nord de la Côte d'Ivoire. Un projet financé par l'Union européenne à hauteur de 1,625 milliard de francs CFA. Le CEFAM va contribuer au développement local de Papara et du département de Tengrela. Et ensuite, ça va favoriser cette cohésion sociale, ça va favoriser l'emploi et ça va participer à l'économie nationale. Bâti sur une superficie d'1 hectare à près de 115 millions de francs CFA, le CEFAM de Papara est doté de plusieurs salles de formation, de bureaux et d'un internat. Il sera inauguré très bientôt. Le rapport d'activité 2022 du réseau des journalistes pour l'accès à l'information a fait l'objet d'une rencontre avec la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Le résumé de Didier Nguessan. Le réseau des journalistes pour l'accès à l'information, REJAPSI, remet à la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, KIDP, son rapport annuel. Jean-Antoine Doudou note des avancées mais aussi des difficultés durant l'exercice 2022. Nous devons encore accentuer la sensibilisation parce qu'ils sont nombreux encore les confrères qui ne savent pas le mécanisme de saisine de la KIDP quand ils sont en train de produire leur reportage, leur enquête. La saisine de la KIDP facilite l'accès aux documents que détiennent les organismes. Avant la remise du rapport, les journalistes primés le 28 septembre dernier à la 4e édition du prix KIDP pour la promotion des grands genres journalistiques ont résumé chacun leur production. Le prix spécial du jury invite les institutions sollicitées à coopérer. Sur environ 10 courriers, si j'ai un retour favorable, ce n'est pas plus de 3. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal dans la mesure où c'est une loi qui a été prise. Donc il faut respecter déjà la signature du chef de l'État. Les médias représentent environ 20% des sollicitations adressées à la KIDP. Le reste est constitué par les organisations de la société civile. Du 27 février au 4 mars dernier, 90 auditeurs de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly ont été formés. La paix, la non-violence et la tolérance sont des sujets abordés. Ces impétrants ont reçu leur diplôme de fin de formation samedi dernier au plateau. Logoriti à Boussanogo. Pendant 5 jours, 90 auditeurs de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, en abrégé IFP-AGC, ont été instruits sur plusieurs thématiques, notamment les relations internationales, les nouvelles technologies, les risques de désinformation, les questions du genre, le terrorisme et les enjeux de la gouvernance africaine. À l'occasion de la cérémonie de clôture, ils ont reçu chacun un certificat de formation. Formation riche et enrichissant, structurée et structurant, nous a permis de découvrir toute la complexité de la géopolitique internationale. Je retiens que les relations avec l'extérieur doivent être
basé sur la recherche de la paix, la promotion de la paix. Donc en tant que responsable d'un État ou en tant que dirigeant, en tant que jeune leader, nos rapports avec l'extérieur doivent être pacifiés. Cette formation a été assurée par d'éminentes personnalités, à savoir Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français, Komara Kabine, ancien Premier ministre de la Guinée-Conakry, et des enseignants-chercheurs et professeurs. Nous avons des jeunes motivés, des jeunes responsables, qui veulent apprendre et qui veulent travailler. Ils savent que la paix, c'est un travail. Il y a des écoles de guerre, il n'y a pas d'école de paix. Nous, on a fait une école de paix avec eux. On a vu les grands sujets, ceux qui sont essentiels à la paix. Le président du conseil d'administration de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, Mamadou Touré, s'est félicité du niveau de la formation. Nous sommes totalement satisfaits et nous allons pérenniser ce cadre de formation. Et le projet, c'est qu'une fois par an, nous puissions bénéficier de l'expérience de ces hautes personnalités à l'effet d'aider cette jeunesse ivoirienne et africaine. Ces types de formations se tiendront chaque année désormais et seront ouvertes aux jeunes de l'espace UEMOA. Autre volet de l'actualité, le processus de fabrication du chocolat expliqué aux enfants par le Conseil Café Cacao à l'occasion d'un atelier en France. C'était dimanche dernier au Salon international de l'agriculture à Paris. Jean-Jacques Kwame. Ils sont plus d'une dizaine, les enfants de la diaspora et de passage au stand de la Côte d'Ivoire qui ont pris part à cette formation appelée classe cacao. Initié par le Conseil Café Cacao, cet atelier éducatif explique aux jeunes le processus du cacao depuis la pépinière jusqu'à la tablette de chocolat. Il est très important pour nous que les enfants puissent s'initier à la transformation du cacao et effectivement aussi déguster le produit fini. Ce sont de futurs consommateurs, c'est donc toute une éducation au goût et au cacao que nous proposons. Le maître chocolatier a donné quelques recettes de cacao au tout petit. Tout doucement dans le chocolat. On a fait des petites recettes avec les enfants. Une banane au chocolat. Ils ont apprécié. Ils ont découvert que non seulement on peut faire des tablettes avec le chocolat, mais on peut faire aussi des desserts. Donc ils ont fait une banane au chocolat et ils ont beaucoup apprécié, qui a été dégustée. Donc participer à ces ateliers, c'est de susciter des passions, susciter des enfants qui demain voudront embrasser le métier. Pourquoi pas devenir maître chocolatier aussi. Une formation très appréciée par les enfants. Le chocolat se fait avec le cacao et que le chocolat ça donne de l'énergie. On a regardé une vidéo sur le chocolat, on a fait des tablettes de chocolat et des fruits et on les a trempés dans du chocolat. Aujourd'hui, j'ai appris qu'on est leader mondial du cacao. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao avec plus de 2 millions de tonnes par an. Cette initiative du Conseil Café Cacao a pour objectif de faire la promotion de la consommation locale, une consommation jugée très faible. Parlons culture à présent, en marge du FESPACO, Festival du cinéma de Ouagadougou. La ministre de la Culture, Françoise Remarque, a rendu une visite de reconnaissance au Moronaba, roi des Moussis. Elle était accompagnée de ses homologues du Burkina, du Sénégal et du Tchad. On voit cela avec Issa Tchounayeo. La ministre de la Culture et de la Francophonie chez le Moronaba à Ouagadougou. Françoise Remarque, accompagnée des ministres de la Culture burkinabé, malien et sénégalais, est allée rendre honneur à la plus haute autorité traditionnelle burkinabé. Effectuée en marge du FESPACO, cette visite au Moronaba est une reconnaissance au pouvoir coutumier dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso en proie aux attaques djihadistes depuis quelques années. Sa Majesté nous a traduit tout son bonheur de nous voir tous présents, tous unis, pour la cause autour du cinéma, pour la cause autour des valeurs, notamment culturelles. Le Moronaba est une figure emblématique au pays des hommes intègres. Ses actions en faveur de la population lui ont valu le prix de la paix Macky Sall, une reconnaissance qui ne passe pas inaperçue auprès des personnalités. Le Moronaba, l'empereur des Moussis, est l'incarnation la plus aboutie de la cohésion sociale, de l'unité nationale, de la paix, de la concorde et surtout de l'amour de l'autre. Ainsi il est perçu au Sénégal, et ainsi il est perçu par le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall. D'ailleurs,
Le prix Macky Sall pour la paix lui a été dédié. Que la culture n'a pas de frontières, le cinéma n'a pas de frontières. On avait donc tenu tous ensemble à venir rendre hommage à Sa Majesté, mais également pour lui faire un peu le point du déroulement du FESPACO. Et je pense que tous autant que nous sommes, en tant que ministre de la Culture, nous repartons donc enrichis. Homme de culture et écrivain poète, le Moro Naba offre des livres à ses hôtes, dont la ministre Françoise remarque. Il insiste sur la préservation de la paix dans la sous-région, gage de stabilité et de développement pour les peuples. Dans le reste de l'actualité, des représentants du gouvernement yéménite et des rebelles Houthis au Yémen ont entamé ce samedi 11 mars à Genève en Suisse des pourparlers sur un échange de prisonniers. Les Nations Unies appelant les deux parties à engager des discussions sérieuses. L'ouverture de ces discussions, qui devrait durer 11 jours, se tient au lendemain de l'annonce du rétablissement des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite, qui soutient le gouvernement dans sa guerre contre les Houthis, et l'Iran, qui appuie ces rebelles. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin donc de ce point de l'actualité. Très belle soirée sous la protection du Très-Haut.